Bonjour, je m'appelle Serge Richard, je suis professeur des écoles et directeur d'une école 8 classes dans une zone urbaine, dans un quartier plutôt favorisé. En 1989, première année de titularisation, et je pars dans une petite école rurale de 3 classes, une ouverture d'école publique. Parcours du coup très intéressant puisque on arrivait dans une école avec 2 jeunes collègues, on partait de zéro et il a fallu bâtir et construire cette école. Alors on a beaucoup travaillé à l'époque sur une école coopérative et avec des parents d'élèves très impliqués dans l'école. Ça aussi, c'est un élément très très important avec du coup, un investissement des familles pour que l'école réussisse. Ensuite, je suis parti, j'y suis resté 10 ans. Ensuite, je suis parti pendant 10 autres années dans une école périurbaine de 8 classes, toujours en tant que directeur. Donc après mes 10 ans en zone périurbaine, je suis parti 5 ans dans un mouvement d'éducation, les centres d'entraînement en méthode d'éducation active. J'avais la mission école et la mission culture qui m'a permis dans ce parcours à la fois d'être sur des plans de formation, type académique, et puis de partir travailler dans le second degré pour développer à la fois bien sûr de la formation enseignante et bien entendu de la formation culturelle des enseignants. Et j'ai réintégré une direction d'école. Depuis maintenant 5 ans, j'ai réintégré une direction d'école. Alors j'ai choisi le métier d'enseignant et à 3 grosses raisons. La première, elle est très utilitaire. J'ai passé mon enfance dans un foyer et quand j'ai atteint mes 18 ans, je me suis retrouvé un peu à la rue et il fallait donc que je trouve une formation rémunérée. Et bien sûr, l'enseignement à l'époque, la formation d'enseignant était rémunérée, donc c'était très utilitaire. La deuxième raison, c'est très vite, je me suis mis à encadrer des jeunes. J'avais un monitorat de voile et j'ai encadré les jeunes. Je les encadrais le mercredi, je les encadrais le samedi. Je partais sur les centres de vacances aussi. Donc j'avais ce contact-là avec les enfants et les jeunes que j'appréciais énormément. Et donc la dernière raison, c'est ma rencontre avec les mouvements d'éducation et entre autres les CEMEA, les centres d'entraînement en méthode d'éducation active, puisque ce qui m'a donné vraiment envie d'enseigner et d'enseigner différemment. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est le rapport à apprendre, cette envie de partager, de faire réussir les élèves. On a quand même, nous, en tant qu'enseignants, une mission dans la société. C'est bien de former les citoyens de demain. Et donc, en tant qu'enseignant, on a ce pouvoir d'agir qui m'a toujours passionné. La deuxième chose, c'est tout le travail autour du vivre ensemble. C'est-à-dire que l'école, c'est bien le lieu de l'apprentissage du vivre ensemble. Et la troisième raison, je dirais, ce qui me passionne, c'est cette ouverture. C'est-à-dire travailler l'ouverture sur le monde, la découverte, avoir cette envie d'apprendre par la découverte du monde. Alors j'ai mené énormément de projets pédagogiques. D'abord parce que je ne suis pas très jeune, donc j'en mène tout le temps. C'est presque le fil conducteur de ma pratique enseignante. Donc il n'y a pas une année où je ne mène pas des projets pédagogiques. Mais je pense que le plus important, c'est le travail que j'ai mené au sein d'une école pendant 10 ans, un travail partenarial entre l'école et un centre culturel. Faire venir les acteurs, faire venir les musiciens, faire venir le spectacle à l'école et que l'école soit aussi dans le lieu de spectacle. Cette symbiose de la culture et de l'école. On ne peut pas monter de projet scolaire sans partenaire. Alors le premier partenaire que l'on a, je dirais, entre guillemets, si on peut considérer ça comme un partenaire, ce sont les élèves. On ne peut pas monter de projet si les élèves ne sont pas partie prenante. Les parents, bien entendu. Ça, c'est la base.
Ensuite, bien sûr, il faut des financements, ou pas, parce qu'on peut monter aussi de nombreux projets sans financement. Donc là, il va falloir aller chercher les collectivités territoriales, qui sont souvent les principaux financeurs. Bien entendu, l'institution, mais je dirais que l'institution, d'une certaine façon, vient un peu en arrière, puisque l'institution, c'est nous-mêmes, on la représente. Donc c'est voilà, trouver des partenaires financiers. Voilà. Donc mon parcours personnel a démarré, on va dire, en 1989, lors du Salon international de l'éducation de Rennes. J'étais sur ce salon en tant qu'organisateur, j'étais tout jeune, et j'ai eu l'occasion sur ce salon en tout cas, de travailler avec Raymond Chicot. Alors Raymond Chicot était chargé de mission au ministère sur l'aménagement des écoles. Et puis c'était la période, les années 90, c'était une période faste pour l'éducation. Il y avait les langues vivantes qui ont été mises en place, les plans informatiques, la main à la pâte, Georges Charpak, les CATE, c'est-à-dire l'aménagement du temps de l'enfant, le travail avec l'INRP et Philippe Mérieux sur la charte du XXIe siècle à laquelle j'ai participé. Enfin, cette émulation pédagogique était intéressant. Et donc 89, c'est cette rencontre avec Raymond Chicot et puis Francine Best, qui était directrice de l'INRP à l'époque et que j'ai énormément côtoyé en cette période. Quand j'ai repris mes fonctions d'enseignant et de directeur d'école, j'ai rejoint l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école. Ça aussi, c'est un grand parcours, en tout cas ici en Corse du Sud depuis 5 ans, par mes fonctions de vice-président responsable de la pédagogie et de la formation. Ce qui m'a permis de développer, en tout cas, l'approche coopérative au sein de la classe, c'est-à-dire la pédagogie coopérative. Comment, à un moment donné, on peut créer de l'intelligence collective pour essayer d'avancer tous ensemble. Ce qui me permet aussi d'intervenir sur des formations, de la formation initiale ici à l'université, à l'INSPE de l'université de Corte. Et puis, bien entendu, de proposer aussi à la fois du projet coopératif et de la formation auprès de mes collègues déjà en poste sur le territoire. Dans mon parcours personnel, il y a aussi la partie formation. Je pense que pour un enseignant, c'est important de pouvoir former ses collègues. On a aussi du coup une autre image et une autre vision de notre métier. Et j'ai cette chance d'avoir été formateur et de pouvoir continuer à l'être en plus de ma mission de direction d'école et d'enseignant. Alors j'ai l'impression que dans les années 90, quand j'ai commencé, on avait une vision globale de l'enseignement, beaucoup plus globale qu'aujourd'hui. On a commencé à développer les langues vivantes à l'école. Les sciences, avec un gros dispositif qui était la main à la pâte de Georges Charpak. L'école du XXIe siècle, c'est-à-dire l'école du XXIe siècle avec Philippe Mérieux, c'était quoi? C'était de repenser l'école. Donc on était à la fois dans l'école et de ses bouleversements, c'est-à-dire on était en train de réfléchir à l'école d'aujourd'hui et peut-être l'école de demain, et en même temps qu'on réfléchissait à une école qui se bouleversait, on était aussi dans un foisonnement pédagogique qui était intense. Et penser l'école de demain, c'était quoi? C'était penser tous ces futurs métiers, penser les métiers d'assistant d'éducation, les AESH maintenant, mais à l'époque c'était les AES, c'est-à-dire tous les nouveaux métiers de l'éducation qui œuvraient au sein de l'école. Et je trouve que cette prise en charge globale, en tout cas, n'existe pas ou peu aujourd'hui. Alors oui, je pense qu'enseigner hier et enseigner aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. L'école a profondément changé. Les relations aussi avec les parents se sont complexifiées. Alors je ne dis pas qu'elles sont plus difficiles, elles se sont complexifiées. La relation à l'école a complètement changé.
ce qui rend aussi plus difficile notre pratique d'enseignant sur des axes peut-être sur lesquels on est les moins formés, qui sont les actes éducatifs. Alors, de par mon parcours, comme je disais tout à l'heure, j'ai été très sensibilisé à cet aspect, mais je pense que peut-être dans les formations actuelles, c'est un pan qui n'est pas exploité. Et pourtant, il est essentiel à notre pratique d'enseignant. Éduquer, enseigner. Et avant, on enseignait, le côté éducatif était peut-être plus secondaire et en tout cas, il y a eu cette inversion de l'action éducative de l'école. Et puis on voit bien, dans les dispositifs, on demande à l'école de prendre en charge de plus en plus de choses dans l'acte éducatif, même dans les directives ministérielles, et qui se font certainement au détriment d'autres aspects, en tout cas du métier et de la mission qui nous est allouée. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est futurs enseignants, c'est de partir à la rencontre de la pédagogie. Alors ils ont une très grande formation en didactique qui est proposée dans le cadre de leur formation universitaire. Mais la rencontre avec la pédagogie va leur permettre peut-être de donner du sens aux apprentissages qu'ils proposent. La deuxième chose, c'est oser. Oser faire, oser agir. Ils ont un pouvoir, en tant qu'enseignant, on a un pouvoir d'agir qui est important. Ce qu'il faut, c'est oser, faire les premiers pas. Et la troisième conseil que je pourrais donner, c'est ne pas rester seul, mais de travailler avec les autres. Construire un parcours éducatif, un parcours d'enseignant de manière collective, avec ses collègues, mais aussi avec des chercheurs en pédagogie, des chercheurs en éducation et avec l'ensemble des partenaires de l'école.